Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et nous allons, contrairement à ce qu'on vous expliquait, retrouver en plateau Éric Galliègue. Éric pour son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Comme tous les vendredis matins, vous êtes président de Valcan Expertise et vous dressez pour nous un bilan macro, micro, géopolitique, monétaire de la semaine écoulée et de leur impact, de l'impact de ces variables sur les indices, sur les marchés actions. On va commencer avec votre bilan de la semaine, Éric. C'est un bilan un peu négatif en fait, parce qu'on n'arrive pas à aller beaucoup plus haut après cet effort énorme qui a permis de passer les moyennes mobiles 1 an sur le CAC 40 le 20 novembre. On n'arrive pas à aller beaucoup plus haut et donc on a perdu 1,5% en France, un peu plus aux États-Unis, ce qui est paradoxal, ce qui démontre à nouveau l'extraordinaire surperformance des actions européennes depuis le début octobre, mais depuis le début de l'année. Et donc c'est une semaine de consolidation des hausses précédentes. Une semaine de consolidation. Quand on fait le tour de vos actualités, une première actualité en provenance de Chine, c'est les autorités chinoises qui ont décidé d'assouplir la politique zéro Covid. Un assouplissement léger quand même. Alors c'est un sujet qui anime beaucoup les marchés et les médias d'une façon générale. Donc c'est vrai que la Chine a connu des troubles sociaux liés à la dureté des conditions de ces fameux confinements. C'est vrai que c'est un sujet depuis 3 ans là-bas. Et on se retrouve dans une situation où effectivement la Chine a annoncé mercredi des mesures qui correspondent à une forme de début de déconfinement, sachant que de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas de déconfinement total avant la mi-2023, de toute manière. Et de toute façon, il y a un problème de fond sur la situation sanitaire chinoise. Si la situation sanitaire chinoise s'améliore, on peut déconfiner. Si elle est stable, on ne peut pas déconfiner. Or, on sait très bien qu'en Chine, les vaccins ne fonctionnent pas, ou mal. Et on sait qu'une ouverture prématurée de l'économie, en raison des troubles sociaux qui ont marqué le pays il y a quelques jours, pourrait amener une flambée épidémique considérable et donc amener à la fermeture de l'économie. Donc c'est compliqué. Néanmoins, les annonces qui ont été faites sont plutôt positives, effectivement, tout ce qui peut. Mais globalement, nous sommes un peu dubitatifs. Oui, c'est clair. De toute façon, je rajoute juste deux éléments. La population la moitié de la population de plus de 60 ans n'est pas vaccinée en Chine et le vaccin chinois, qui est le seul à être distribué, ne marche pas contre Omicron. Donc effectivement, on va au-devant de réelles difficultés. On poursuit votre tour de l'actualité par la chute des cours du pétrole, malgré justement cette annonce de réouverture de l'économie chinoise. Oui, c'est plutôt, de notre point de vue, une bonne nouvelle, dans la mesure où la baisse des prix du pétrole permet de reconstituer des marges de manœuvre sur le pouvoir d'achat des ménages, tout simplement, d'une façon globale. C'est vrai que finalement, on est revenu sur les qualités WTI, des qualités américaines, à $72 le baril. On avait touché presque 120. Idem sur le Brent, le Brent étant un petit peu plus cher, mais globalement on a 40 à 50 dollars de moins par baril. Surtout on passe à des niveaux entre 70 et 75 dollars qui commencent à signifier quelque chose à nouveau dans cette logique selon laquelle 20 dollars le baril c'est 1% du PIB. Donc une baisse une baisse de 20% du baril, c'est un point de PIB en plus. Il faut mesurer ça en rythme annuel, parce que ça ne se fait pas comme ça, mais globalement, instantanément, je pense que ça commence à devenir significatif, et donc c'est plutôt positif. Même si la chute des cours du pétrole s'explique par les prévisions de croissance qui sont mauvaises. Oui, mais on est là dans un phénomène qui va compenser en fait les effets de la récession qui a déjà commencé en Europe, c'est ce qu'on dit. Donc on aimerait avoir des prix du pétrole en ligne avec une récession et pas des prix du pétrole à 90 dollars. Parce que ça, c'est pas des prix de récession. Donc il faut des prix de récession pour préparer le rebond. D'accord, ok, très clair, merci Eric. On va poursuivre votre tour de l'actualité avec l'annulation de la dette estudiantine aux États-Unis. Alors c'est un sujet important, on en a peu parlé, parce que c'est 400 milliards de dollars. 400 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose comme 2 à 3% du PIB américain. Et c'est une promesse électorale qui avait été faite par Joe Biden, qui disait en gros, je vais, comme il y a beaucoup de défauts sur les crédits étudiants, je vais organiser en fait une annulation des crédits étudiants. On en avait parlé avec vous, je me souviens. Il y a 1600 milliards de dollars d'encours, et là sur 400 milliards, en fonction d'un certain nombre de règles, le président avait fait passer un décret en août dernier pour annuler. Et ce décret
lui-même été annulé par des États républicains. Il y en a un grand nombre, et au total, ça signifie que cette mesure n'est pas mise en œuvre. Alors, d'un point de vue psychologique et pour les Américains, c'est important parce que il y avait le sentiment que ça allait être validé et confirmé. Donc, il y a un peu un recul. Donc, ça crée l'incertitude par rapport à ça. Et donc, les ménages américains qui ont 10 000, 20 000, 30 000 ou plus, souvent, dollars de dette, pensaient qu'elle était annulée. Elle n'est pas annulée. Donc ça crée l'incertitude et ça pourrait peser sur la consommation. Et ça pesera certainement sur la consommation. On va finir votre tour de l'actualité par Blackstone. Blackstone qui a interdit les retraits dans ses fonds immobiliers. Alors Blackstone, on connaît bien. Hein, donc, un des plus gros fonds d'investissement du d'investissement et un acteur majeur de la finance mondiale. Donc c'est vrai que Blackstone a annoncé hier la fermeture au rachat d'un fonds gigantesque qui fait 50 milliards de dollars, donc c'est quelque chose de considérable évidemment. C'est un fonds de crédit aux entreprises, donc d'obligations d'entreprises, qui, alors techniquement, il a atteint les limites de rachat, c'est-à-dire qu'il y a contractuellement des seuils définis à l'avance qui ont été atteints. Bon, ça veut dire quand même qu'il y a eu beaucoup de demandes de remboursement, qu'elles seront honorées, évidemment, mais qu'en revanche, toute personne qui se présente au guichet pour dire « je veux mes sous », il n'y aura rien. C'est non. Alors, jusqu'à ce que s'ouvre une nouvelle fenêtre, oui c'est ça, c'est une nouvelle fenêtre. Mais c'est quand même... c'est jamais bon signe, quoi. Elle signe qu'il y a beaucoup de remboursements, notamment sur le crédit d'entreprise, donc qui a connu un crash phénoménal, on ne s'en rend pas compte, hein, mais le crash obligataire est gigantesque, c'est un crash historique qu'on n'a jamais connu. L'autre fonds qui a été fermé, en quelque sorte, c'est un fonds d'un fonds immobilier. Hein, donc c'est pareil. L'immobilier est en train de baisser. Donc ça, c'est évidemment un élément négatif pour cette activité de la semaine. C'est effectivement jamais bon signe. Du coup, quelle est votre synthèse ? Synthèse est neutre à nouveau, c'est-à-dire qu'il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Les éléments positifs viennent de l'économie, avec l'allègement effectivement du confinement chinois, avec la baisse des cours du pétrole qui pourrait quand même aider les consommateurs européens notamment. Et puis des éléments négatifs, c'est ce problème sur la non-annulation de la dette étudiante américaine et puis la fermeture de fonds chez Blackstone, ce qui nous rappelle des vieux souvenirs, des souvenirs de 2007, août 2007, la fermeture de fonds monétaires français qui avait défrayé la chronique et qui était un peu dramatique effectivement et avait précédé en tout cas la crise financière des mois suivants. Et donc vous restez à l'écart des marchés actions pour le moment ? Nous sommes toujours à l'écart. On considère qu'au-delà de 5690 points, donc au-delà de 5700 points, il ne faut pas y être. Il ne faut pas y être parce qu'il y a toujours beaucoup de dangers que je ne vais pas reprendre ici, mais on les connaît. Aujourd'hui, me semble-t-il, les prévisions de bénéfices qui vont être révisées en forte baisse de l'ordre de 20 à 30% dans les 6 mois qui viennent. J'ai lu une note d'analyste financier américain qui prévoyait une hausse des marchés actions américains de 3% en 2023. Ah il pense ce qu'il veut, c'est bon, mais c'est pourquoi ? Parce que proposer une hypothèse, c'est bien, mais je crois que ce qui est important, c'est les arguments. Sur quels arguments ? Eh bien, sur la révision justement des bénéfices. Je crois que peu de temps avant, ils anticipaient une hausse de 7 à 8% du S&P. Là, maintenant, ils ramènent à 3. C'est déjà une révision à la baisse considérable. Oui, c'est ça. Une révision complètement à la baisse. Oui, c'est passé de 8,10 à 3. Oui. Donc effectivement, ça va dans le sens de ce que vous dites, Eric. Merci beaucoup, c'est fini maintenant pour vous, pour Eric Galliègue, président de Valcon Expertise et qui est avec nous tous les vendredis matins sur notre plateau pour nous faire un point stratégique de la semaine écoulée. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. On marque une pause et juste après nous retrouverons Christophe Barrault, chef économiste chez Market Securities pour notre page macroéconomique. À tout de suite sur Téléfinance.